Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce webinaire spécial serveur dédié. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages d'avoir un serveur dédié, comment est-ce qu'on le configure et quelle est la différence des différents types d'hébergement. Alors, juste pour revenir d'une façon générale sur l'hébergement de sites Internet, il faut savoir qu'il y a trois grands types d'hébergement sur Internet. Nous avons l'hébergement mutualisé, l'hébergement privé et l'hébergement dédié. Pour vous donner une image simple de ces trois types d'hébergement, on va prendre un immeuble. Imaginez un immeuble complet avec des étages, des appartements, de l'eau, de l'électricité. Ça correspondrait à un serveur dédié. Maintenant, imaginez dans cet immeuble, dans un autre immeuble, imaginez un étage complet. Donc dans l'étage complet, vous faites ce que vous voulez au niveau de l'étage. Vous pouvez créer des pièces, vous pouvez héberger du monde, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous êtes un petit peu dépendant des voisins qui sont au-dessus, qui sont en dessous, et des murs qui englobent cet immeuble. Enfin, l'hébergement mutualisé. Là, c'est, imaginez une colocation entre amis. Vous êtes tous dans le même appartement, chacun a sa petite chambre privée dans laquelle il fait ce qu'il veut, mais vous êtes un peu dépendant de la cuisine ou dépendant de la salle de bain, toutes ces petites choses-là. Donc, il est important de bien se poser des questions sur quel type d'hébergement vous allez avoir besoin pour votre business à moyen et long terme. Au cours de ce webinaire, donc nous allons voir les avantages d'avoir un serveur dédié, l'activation, l'installation de ce serveur dédié par votre espace client et ensuite par Plesk. Et ensuite, on verra la configuration de Plesk, l'ajout d'un domaine et enfin la migration d'un domaine avec Plesk. Donc, pourquoi un serveur dédié? Un serveur dédié, comme je vous le disais précédemment, c'est un immeuble. Dans cet immeuble, vous êtes indépendant, vous avez plus de surface, vous êtes modulable, si vous décidez par exemple de rajouter une pièce, vous pouvez rajouter une pièce sans avoir à demander au propriétaire. Si vous voulez héberger plusieurs personnes, héberger plusieurs sites web, c'est quelque chose qui est facile et qui est dédié pour ces serveurs dédiés. Dans ces autres avantages, vous avez les performances. Par exemple, vous êtes tout seul, donc si vous décidez de prendre toutes les ressources de votre serveur afin d'envoyer un mailing de masse ou de générer des factures, vous pouvez sans problème. Vous avez une notion de ce qu'on appelle aussi multi-adresse IP. C'est-à-dire qu'un serveur dédié peut avoir plusieurs adresses IP. Ça peut être un avantage pour vous, pour votre référencement, ou bien installer un certificat SSL. Par exemple, le certificat SSL, pour sécuriser un caddie sur votre boutique e-commerce, vous aurez besoin d'avoir une adresse IP qui soit liée à votre nom de domaine et liée à votre hébergement. C'est un des avantages de ces serveurs dédiés. On a ce qu'on appelle aussi le multiniveau. Par exemple, je prendrais le cas de quelqu'un qui décide d'héberger des amis. Il pourrait très bien offrir un accès à un ami pour lui dire, voilà, je te libère ce petit espace web, tu fais ce que tu veux dedans, tu peux ajouter tes petites fonctionnalités, tu peux inviter d'autres amis, tu fais ce que tu veux. Donc c'est cette notion de client. Sur un serveur dédié, vous pouvez héberger donc plusieurs clients, plusieurs sites web et être autonome. Un autre des points importants, c'est le fait qu'il soit modulable. Imaginons qu'un jour vous avez une boutique e-commerce et que vous avez besoin d'un module spécifique. Je vais prendre un exemple au hasard, faire du chat en ligne avec une webcam. Pour installer ce genre de choses sur un site web, ça nécessite des technologies précises que vous pouvez tout à fait installer sur un serveur dédié. Vous serez plus bloqué par ce genre de technologie sur les hébergements mutualisés ou les hébergements privés. Vous pouvez donc aussi le personnaliser si vous dites, voilà, moi je m'aperçois que j'ai besoin d'une version différente d'un logiciel. Je vais prendre l'exemple de PHP ou d'ASP. C'est des choses que vous pouvez modifier. Donc, il faut bien se poser la question en amont de son projet. Quel type d'hébergement j'ai besoin à court terme, et à moyen terme, et à long terme? Aujourd'hui, j'ai un site corporate, mais demain, à ce site corporate, je veux ajouter un nouveau site, un e-commerce. Je me dis, tiens, j'ai déjà 2 sites hébergés qui sont sur 2 domaines différents et qui ont peut-être des besoins spécifiques. Et peut-être qu'après-demain, votre filiale aura besoin d'un autre site, ou vous aurez tout simplement envie d'ouvrir un blog lié à votre boutique, à votre site corporate. Et avec cette notion de multisite et de liberté, vous pourrez faire ce que vous voulez sur ce serveur dédié. Donc,
faut bien prendre en compte que c'est du multisite, multidomaine et que vous êtes indépendant. Jusqu'à présent, il était compliqué d'administrer un serveur dédié. Mais depuis un certain nombre d'années, les technologies ont évolué, les logiciels ont aussi évolué, et il est beaucoup plus accessible à n'importe qui d'avoir un serveur dédié et de l'administrer. Donc ça, c'est ce que nous verrons après par le biais de Plesk, pour vous montrer comme quoi il est facile d'utiliser un serveur dédié et de l'administrer. Donc, pour l'activation et l'installation de ce serveur dédié, ça va se passer en 2 étapes chez Amen. La première étape, c'est l'installation par votre espace client. Donc, pour la première fois, je vais afficher des screenshots durant mon webinaire parce que j'ai fait l'installation au préalable. D'habitude, je préfère le faire en live, mais vu que c'est une opération qui peut prendre 2 heures, le temps d'installer tous les logiciels, je vais vous le montrer en screenshot et après on repassera en live. Donc, il faut savoir, oui, c'est 2 heures grosso modo d'installation parce que c'est le temps que Linux ou Windows s'installe, le temps que tous les fichiers se copient, mais ça, vous n'avez rien à faire, tout va se faire par votre espace client. Première étape, vous vous connectez dans votre espace client. Puis, vous allez chercher votre serveur dédié à droite. Donc là, le serveur dédié à activer, c'est notre serveur Dell, Dell Quad-Core. Ensuite, vous allez donner un nom à ce serveur dédié. Imaginons que vous avez 2, 3, 4 serveurs dédiés. Par exemple, un dédié à vos emails, un dédié à vos sites web, un dédié à votre backup. On va prendre cette configuration simple. Le premier, vous allez lui donner un petit nom. Là, pour ce webinaire, je l'ai nommé webinar, mais j'aurais très bien pu le nommer serveur web, ou serveur de mail, ou serveur de backup. Ce qui vous permettra par la suite, après, de mieux retrouver quel serveur correspond à quoi. La troisième étape est de choisir le système d'exploitation. Donc, en fonction du serveur que vous avez pris chez Amen, vous avez soit Linux, soit Windows. Ensuite, vous pouvez choisir la version du processeur que vous voulez, 32 bits ou 64 bits. La principale différence entre ces deux technologies de processeur va être la vitesse de calcul et la façon de calculer. Imaginons que vous veniez d'un ancien serveur dédié qui soit en 32 bits. Il faudrait faire attention que vos logiciels installés dessus soient compatibles avec du 64 bits. S'ils ne le sont pas, préférez choisir le 32 bits. Si c'est un nouveau projet qui ne nécessite pas de programme spécifique utilisant le 64 bits, dans ce cas-là, utilisez le 32 bits. Donc, posez-vous la question, demandez à votre webmaster, réfléchissez aux technologies que vous allez utiliser dans le futur ou vous avez utilisé dans le passé afin de faire ce choix-là. Surtout sous Windows. Linux est beaucoup plus simple au niveau de cette gestion-là. Ensuite, si vous avez pris l'option Plesk, si vous avez fait le choix d'utiliser Plesk, activez-le. Et enfin, la langue par défaut. Donc, une fois rempli ces petites choses, ça ressemble à ça. Moi, pour ce webinaire, j'ai choisi le système d'exploitation Ubuntu sous Linux en 64 bits. J'ai activé Plesk parce que c'est ce qu'on va voir juste après. Puis c'est le plus simple actuellement pour gérer un serveur dédié. Et ensuite, on clique sur Installer. Donc, durant l'installation, je vous ai dit qu'il prenait en gros 2 heures, vous avez cette petite page d'attente qui vous dit en cours d'installation. Une fois votre serveur installé, vous allez retrouver le mot de passe et le nom d'utilisateur dans votre espace client. Alors, je vais essayer de vous le montrer tout de suite pour vous montrer où c'est. Donc là, je clique sur je me suis connecté dans mon espace client. Je clique sur serveur dédié. Là, je retrouve le serveur dédié que j'avais installé dans ma présentation. Et ici, j'ai le mot de passe et le nom d'utilisateur. Alors, il y a d'autres petites opérations que vous pouvez faire dans cet espace client. Vous pouvez notamment redémarrer le serveur si vous avez besoin. Vous pouvez à tout moment lancer une réinstallation du système. Si par exemple vous êtes parti sur Debian et que finalement vous voulez du Ubuntu, du Fedora Core ou du CentOS, vous pouvez changer le nom de la machine. Si vous dites ah finalement c'est pas ça que je veux, vous pouvez changer le processeur, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité, le redémarrer, c'est tout simple.
Vous cliquez dessus, vous dites vous avez conscience que ça va le redémarrer, vous redémarrez l'ordinateur et nous on le redémarre d'une façon distante. Une autre petite chose, c'est le mode de récupération. Le mode de récupération, nous ne le verrons pas aujourd'hui, peut-être dans un prochain webinaire, mais c'est ce qui vous permet d'accéder à votre serveur dédié par un autre biais. Par exemple, si vous avez fait une bêtise avec le firewall et que vous avez complètement coupé l'accès à votre machine, vous avez la possibilité de passer par votre espace client, de redémarrer votre serveur dédié en mode récupération et d'avoir la main dessus pour modifier une configuration, revenir en arrière, récupérer vos backups, etc., etc. Et vous avez, nous verrons plus tard aussi, le choix de demande d'adresse IP supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra vous être utile. Par exemple, si vous faites du mass mailing, comme je le disais un petit peu dans mon introduction, si vous décidez d'envoyer, admettons, 50 000 emails à votre base prospect ou votre base client, il est préférable d'utiliser une autre adresse IP parce qu'on ne sait jamais comment vont réagir les personnes qui vont recevoir les mails. Ils vont peut-être considérer que c'est du spam. Donc du coup, l'adresse de votre serveur va être considérée comme un spammer et vos mails de tous les jours ne passeront plus. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez demander avec un serveur dédié. Par exemple, vous pouvez aussi demander une adresse IP supplémentaire pour le référencement de votre site web. Imaginons que vous avez 2 sites web qui ont besoin de 2 référencements spécifiques. Il est toujours préférable de les mettre sur 2 adresses IP différentes. Donc, nous allons revenir à l'installation de notre serveur. Donc, j'ai installé mon serveur, j'ai mon login, mon mot de passe, et je vais pouvoir me connecter à Plesk en cliquant sur le bouton numéro 10. Donc, la page de connexion de Plesk ressemble à ça. Donc pour ceux qui avaient un ancien serveur dédié, une des petites nouveautés sur le nouveau serveur, c'est que le nom d'utilisateur n'est plus admin, mais root. Alors, votre première connexion à Plesk, on va vous demander de valider les conditions générales d'utilisation de Plesk. Donc là, c'est une longue page que j'ai un petit peu floutée parce qu'elle a été trop longue à vous montrer. J'ai accepté les conditions générales de vente. J'ai mis ne plus afficher ce message. Et enfin, j'ai accepté. La deuxième étape de cette installation de Plesk est le choix complet de l'hôte de la machine. Ce qu'on voit en haut, ce qui n'est pas très important. Vous pouvez laisser celui par défaut. On reprend le nom que vous avez défini dans votre espace client et on rajoute le réseau qui est derrière. L'autre petit point, qui est aussi assez nouveau par rapport à nos anciens serveurs dédiés, c'est qu'on vous laisse le choix, dès le début, de faire du multisite ou pas du multisite. C'est-à-dire que je vais dire, dans cette étape-là, je vais dire, voilà, moi j'ai une adresse IP qui est dédiée à ce serveur dédié, mais je vais héberger plusieurs sites. Donc dans ces cas-là, je vais sélectionner toutes les adresses IP, que ce soit les adresses IP v4 ou IPv6, et je vais les envoyer de l'autre côté. Et enfin, je vais activer un mot de passe très fort. Donc, pour finir l'installation, cela ressemble à ça. J'ai dit que je voulais faire du multisite, donc j'ai mis toutes les adresses IP du côté droit pour qu'elles soient dites partagées. J'ai mis un mot de passe fort, et enfin, j'ai cliqué sur OK. Donc, pour l'étape suivante, c'est maintenant, on va vous demander de quelle façon vous voulez visualiser Plesk. Est-ce que vous voulez le visualiser d'une façon, moi j'y connais rien du tout, je veux juste créer mon site web, ou j'ai une utilisation plus professionnelle, je veux avoir plus d'options, plus de mains sur mon ordinateur, sur mon serveur. Donc vous avez ce choix-là. Vous pourrez toujours passer, changer de mode d'affichage de Plesk par la suite, mais pour ce webinaire, j'ai choisi une utilisation professionnelle. Et dans cette utilisation professionnelle, j'ai choisi fournisseur de services. J'aurais pu choisir Power User, mais c'est quelque chose qui est différent. Donc ça, c'est comme vous voulez, c'est votre choix, c'est en fonction du temps que vous voulez passer, de vos aides. Pour la petite information, ceux qui avaient des anciens serveurs dédiés chez nous, la configuration que j'ai fait là, professionnel plus fournisseur de services, et en cochant la petite case ouvrir les opérations d'hébergement dans le même panneau d'administration,
revient aux configurations que nous avions précédemment et revient à une configuration de Plesk telle qu'on la connaissait depuis la version 7. C'est-à-dire que tout reste sur la même page avec une frame à gauche. Une autre petite chose que je vous recommande de faire, mais que je n'ai pas mis en tout en rouge, c'est de désactiver l'accès aux applications premium de Plesk. Ça risque de vous tenter de rajouter beaucoup d'informations qui ne seront pas forcément utiles pour vous plus tard. Donc après, on vous demande quelques petites informations pratiques sur à qui appartient le serveur dédié. Ça, sachant que ce sont des données pour vous, nous ne s'utilisons qu'à vous. Sur cette page, la petite chose importante, c'est éventuellement cocher, me notifier les alertes de sécurité. Comme ça, vous serez au courant s'il y a une faille dans Plesk ou s'il y a des petites mises à jour à faire. Voilà, donc ça, une fois que vous avez rempli ces étapes-là, vous arrivez sur la page d'accueil de Plesk. Donc, l'une des premières choses à faire est de rajouter le firewall de Plesk. Le firewall, c'est une option qui vous permet de sécuriser votre serveur, de faire ce qu'on appelle des règles. C'est-à-dire, moi, je veux autoriser telle ou telle personne, ou tout le monde, à se connecter à mon serveur. Je vais refuser telle ou telle personne de se connecter sur le serveur ou tel service. Je reviendrai très vite, enfin je reviendrai en détail après sur la configuration de Plesk, sur la configuration du firewall de Plesk. Là pour l'instant c'est l'installation. Donc pour ça je clique sur outils et paramètres sur la gauche. Une fois que la fenêtre outils est ouverte, je vais chercher dans les mises à jour et mises à niveau. Alors, ça va m'ouvrir une nouvelle petite fenêtre. C'est comme ça que Parallèle a fait sa mise à niveau. Donc, dans cette nouvelle petite fenêtre, je vais entrer toujours mon nom d'utilisateur, mon mot de passe route que j'avais tout à l'heure dans mon espace client. Enfin, je vais aller dans Ajout de composants. Donc, ça va afficher la nouvelle page. Et je vais aller choisir Plesk Firewall. Donc, ça va s'installer, ça va prendre quelques minutes. Mais c'est essentiel de le faire tout de suite. Donc pour ceux qui veulent rajouter d'autres applications, vous avez d'autres logiciels que vous pouvez installer en fonction de votre activité, en fonction de vos besoins. Vous pouvez installer Postgre, vous pouvez installer des webmails différents, si vous voulez du Horde ou si vous voulez de l'IMAP, etc. Donc tout se passe, une grande partie des choses se passe maintenant par ce biais-là. Donc maintenant que notre firewall est installé, on va aller voir à quoi il ressemble. Donc, je vais me connecter. Je vais me connecter dans mon Plesk. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, le firewall se retrouve toujours dans Outils et Paramètres. Il est en haut, donc pare-feu en français. Et je clique dessus. Donc il est très simple. Donc je l'ai déjà un petit peu configuré hier pour éviter de me faire pirater la machine. Mais il est très simple, il est très ludique. Il n'y a pas besoin d'avoir de très grandes connaissances. Donc ce qui nous présente là, c'est les différents services, les différents logiciels qui sont installés sur Plesk et qui peuvent nécessiter ou non une base de données. Une règle de firewall, excusez-moi. Donc là, ce sont les règles qu'on voit. Si je veux aller éditer cette configuration, je clique sur éditer la configuration, et à partir de ce moment-là, je peux agir sur ça. Donc, imaginons que j'ai un logiciel de comptabilité qui soit installé sur mon poste physique et qui a besoin d'aller se connecter au serveur, sur mon serveur dédié où il y a toutes les commandes de mon site e-commerce. Dans ce cas-là, il faut que j'ouvre, par exemple, le port de MySQL pour que mon ordinateur puisse se connecter sur le serveur, récupérer les informations et les renvoyer. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer dessus et là, on voit que ça passe en vert. Donc ça veut dire que maintenant, les gens peuvent se connecter sur mon serveur MySQL à distance. Si vous n'avez pas besoin de ça, autant le fermer. Ça ne sert à rien de laisser ouvert des portes aux pirates ou à n'importe qui. Donc pensez à faire ces petites règles. Si vous n'utilisez pas Tomcat, qui est le moteur Java, pensez à le couper. Pareil pour Samba, pareil pour VPN. Par contre, si vous commencez à couper le serveur www, donc si moi je fais cette action-là, ça veut dire que personne ne pourra voir les sites web qui sont hébergés chez moi.
Ce qui peut des fois être un avantage si par exemple votre serveur est juste un serveur de backup ou juste un serveur de mail. Ça sert à rien de laisser la porte ouverte à tout le monde. Ça va prendre des ressources, ça va prendre de la bande passante, ça va prendre plein de choses, donc pensez à le fermer. Si, par exemple, le cas d'un serveur de mail ou le cas d'un serveur de backup. Si par exemple, vous ne mettez pas à jour, si par exemple, vous ne voulez pas vous connecter en ligne de commande sur votre serveur, pareil, vous activez vous cachez, vous interdisez l'accès au SSH. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans cette configuration de ce firewall, qui reste simple, je vais vous montrer une autre étape. Donc, plutôt que de cliquer sur le petit bouton vert, je vais aller cliquer sur le lien en lui-même. Et là, il va me proposer des règles un petit peu avancées. Donc, soit tout autoriser, soit tout refuser, ou soit définir des règles précises pour l'accès à ce service-là. Donc là, j'ai cliqué sur l'accès en SSH, donc les lignes de commande pour administrer un serveur Linux. J'ai dit que je voulais autoriser ces lignes, j'ai dit que je voulais autoriser cet accès qu'à certaines adresses IP. Donc je vais l'autoriser à ma connexion Internet, par exemple, 127.0.0.1. Je l'ajoute à côté, je valide, et là, ça veut dire, on va le voir en orange, en jaune, ça veut dire que seules les personnes ayant cette adresse IP donc sur Internet pourront accéder à ce serveur en SSH. Donc pour la sécurisation de votre serveur en interne, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je vais revenir sur le même exemple que MySQL. J'ai effectivement un bureau qui se trouve à Lyon, qui a besoin d'accéder au serveur MySQL pour mettre à jour la base de données de mes commandes, la base ou mes comptes mail ou n'importe quoi. Je vais aller dessus. Je vais lui dire, je vais aller autoriser l'adresse de Lyon, 0.0.1. Je vais aller autoriser l'adresse de Paris, 123.123.123, etc. Et donc, que ces personnes-là, que les personnes ayant cette adresse IP sur Internet pourront se connecter au serveur MySQL. Donc, ouais, l'opération n'est pas très compliquée, il faut juste penser à la faire, c'est essentiel si vous voulez avoir des bonnes performances et pas vous faire pirater votre machine. Donc, une fois que vous avez validé, vous avez créé ces règles-là, il faut cliquer sur le bouton activer. Donc moi je vais pas le faire, enfin je vais le faire mais je vais tout autoriser pour être sûr. Là, je vais tout refuser. Donc une fois que j'ai fait mes petites règles, dernière étape essentielle, activer. Donc pour ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail ce que le logiciel Firewall veut faire, et là c'est un peu plus des lignes commandes, il peut prévisualiser toutes les lignes de commande que vient de faire notre interface graphique. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point il est simple de paramétrer son firewall sans passer par des lignes de commande. Si vous aviez été un vrai geek, pour employer le mot, vous auriez dû taper tout ça à la main. Là, grâce à Plesk, vous avez fait clic, 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 et lui, il a tout traduit ça en ligne de commande, et ce qui est quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus rapide. Et ensuite, je fais activer. Donc là, il faut attendre 1 ou 2 secondes qu'il écrive les petites lignes de commande, qu'il fasse tout à votre place, et voilà, votre firewall est activé. Donc cette étape est importante à faire, et je vous recommande vivement de la faire dès que vous avez installé votre serveur dédié. Donc nous avons vu la configuration l'installation et la configuration du firewall d'une façon simple. Maintenant, une fois que nous avons installé notre serveur dédié, activé Plesk et activé notre firewall parce que c'est quelque chose d'essentiel, nous allons ajouter un nouveau site internet et un nouveau client. Donc, toujours pareil, c'est des choses qui se font en ligne et qui se font très simplement. Pour ça, je vais aller dans Client, dans mon menu à gauche de Plesk. Je vais cliquer sur Ajouter un nouveau client. Je vais mettre le nom de ce client, donc webinar. Je vais mettre une adresse mail. Je ne vais pas remplir toutes ces petites choses-là. Je vais dire que ce client-là, il peut se connecter à son espace
à son espace Plesk. Je vais lui rajouter un mot de passe, pas très fort, mais bon, on le corrigera après. Et je vais créer un abonnement. Donc là, par exemple, ça va être mon site-internet.fr. Là, je retrouve l'adresse IP que j'avais configurée, enfin que j'avais au début de mon installation de Plesk, qui est en partagé. Je vais laisser toutes ces petites choses là comme ça. Je vais créer un autre mot de passe, un autre nom d'utilisateur, un mot de passe pour le FTP. FTP, toujours un mot de passe. Et enfin, je vais dire, je vais cliquer sur OK. Donc par cette action-là qui a duré à peu près moins d'une minute, j'ai créé un nouvel utilisateur, j'ai déclaré un nom de domaine sous Plesk et je lui ai paramétré un hébergement simple. Donc là, on retrouve notre utilisateur, notre domaine. Je peux le retrouver aussi dans domaine, mais j'ai mon client, j'ai mon domaine. Donc, je vais aller maintenant voir un petit peu à quoi ressemblent les possibilités d'hébergement de ce nouveau site web que je viens de créer, de déclarer sur mon serveur dédié. Donc, les petites choses que je vais vite aller voir, c'est le site web et le domaine. Qu'est-ce que je peux faire dedans? Donc, je peux voir le répertoire de publication, je peux voir l'accès FTP, je peux voir un certain nombre de choses, mais je vais aller directement voir. Ce qui intéresse la plupart d'entre vous, c'est les paramètres différents d'un site web. Donc, j'ai toujours mon nom de domaine. Le répertoire par défaut est HTTP docs, mais peut être maintenant dans les nouvelles versions de Plesk changé. Je pourrais mettre site underscore v1 pour avoir la version, pour avoir le dossier de publication en site underscore v1. Donc le dossier de publication, c'est l'endroit où vous allez envoyer les fichiers et c'est l'endroit où tout sera stocké pour vous donner. Donc je peux éventuellement activer une prise en charge du SSL, c'est-à-dire que quand je vais aller voir mon site.fr, je pourrais aller le voir en mon site, enfin HTTPS, mon site.fr, ce qui offre une sécurité supplémentaire à vos sites web. Toujours dans cette petite configuration, donc là je vais prendre un site qui a besoin de PHP. J'ai pas forcément besoin de CGI, donc je vais le décocher. J'ai pas pareil pour Perl ou pour Python. Et pareil pour le Ruby. Donc un conseil, c'est si vous ne savez pas à quoi ça correspond, eh ben vaut mieux le décocher. S'il y a des choses, le SSI, le serveur side, vous n'êtes pas obligé de, si vous ne savez pas à quoi ça sert, bah décochez-le. Ne vous amusez pas à rajouter des options que vous ne connaissez pas. Enfin, vous pouvez choisir d'avoir des statistiques serveurs pour votre site web. Rien ne vous empêchera de le coupler avec un outil comme Google Analytics ou autre, mais avoir des statistiques faites par le serveur web permet de coupler avec d'autres outils de statistiques externes et d'avoir plus d'informations. Donc là, moi, je vais choisir Webalizer juste parce que j'aime bien. Et je vais cliquer sur OK. Donc, en 2 secondes, je vais modifier les paramètres de mon hébergement. Je vais revenir encore sur cette petite page-là pour montrer une autre chose essentielle qui peut être très utile, notamment si vous installez un WordPress ou si vous installez de l'e-commerce. C'est modifier les paramètres de PHP. Et ceci en ligne, sans passer par des lignes de commande. Donc actuellement, là, j'ai ma version de PHP. Par exemple, je peux demander à mon webmaster, est-ce que mon site web est compatible avec un PHP 5.3.10 ou pas. Donc, je peux modifier les petites choses qui vont nous aider. C'est par exemple, si mon site web a besoin d'envoyer des fichiers qui soient gros, s'ils ont besoin d'uploader sur mon serveur des grosses images, par exemple, qui font jusqu'à 128 mégaoctets, il faut que je le mette ici. Je peux le mettre aussi ici. Là, je vais dire, bah là, c'est 128 mégaoctets. Si par exemple, souvent, notamment dans l'installation de WordPress ou de OS Commerce ou n'importe quel CMS, des fois on vous dit activer le safe mode ou désactiver le safe mode, ou toutes ces petites choses qu'on vous demande
pendant l'installation de ces CMS, là, vous pouvez les modifier en quelques clics en ligne de commande. Et ça, c'est une vraie révolution par rapport aux anciennes versions de Plesk et par rapport à l'hébergement. Si vous aviez été sur d'autres types d'hébergements qui ne supportaient pas Plesk, vous auriez dû aller en ligne de commande, éditer des fichiers, les modifier, les enregistrer, relancer des services type Apache, le service web, etc. Mais là, c'est tout simple. Donc, je ne vais pas détailler toutes les options de PHP, juste vous montrer comme quoi elles étaient simples à enregistrer, simples à modifier et simples à enregistrer. Donc voilà, là j'ai modifié en 2 minutes, j'ai modifié toute la configuration de mon PHP. C'est pour ça que je vous disais au début de ma présentation que vous êtes autonome sur un serveur dédié, vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin de faire appel à un informaticien ou à un administrateur système pour modifier des choses spécifiques sur un serveur dédié. Donc, il y a d'autres applications, hein. Créer une boîte mail, je clique sur mail, je vais créer un mail comme ça, je vais mettre un mot de passe, et voilà, et en une seconde, j'ai créé ma boîte mail. L'avantage d'avoir un serveur dédié, c'est que si vous voulez créer 10 000 adresses mail sur ce nom de domaine-là, vous pouvez. Vous êtes complètement indépendant. Comme je vous le disais, vous êtes dans votre immeuble. Si vous avez au bas de votre immeuble envie de mettre 50 boîtes aux lettres ou 2000 boîtes aux lettres, vous êtes libre de le faire. Donc, je ne vais pas rentrer en détail non plus dans toutes les options qui s'offrent au mail, mais vous retrouvez tout ce qui est répondeur, alias, redirection, anti-spam, anti-virus, etc. Vous avez des statistiques d'utilisation de chaque site web. Par exemple, si vous hébergez plusieurs sites web, le site de votre ami parce que vous avez un serveur dédié, vous pouvez voir s'il consomme ou s'il consomme pas beaucoup de choses là-dedans. Donc voilà, je vous inviterai après à regarder toutes ces petites options qui s'offrent à vous. Donc maintenant que nous avons notre site web et que nous avons déclaré l'hébergement, créé l'adresse mail, modifié le PHP, je vais voir une autre étape qui est la migration d'un site internet. Donc, migration d'un site de Plesk à Plesk. Une fois que vous êtes rentré, on va dire, dans l'univers Plesk parallèle, il vous sera très simple de passer d'un serveur dédié à un autre serveur dédié avec Plesk. Vous ne serez pas obligé de faire, par exemple, toute cette configuration que j'ai faite. Vous allez pouvoir sauter de serveur en serveur. Par exemple, si un jour vous avez un petit serveur dédié, et puis que vous décidez demain d'avoir un plus gros serveur dédié, vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Vous avez un outil de migration qui marche relativement bien sous Plesk et qui vous permet de transférer un nom de domaine avec toute sa configuration, tous ses paramètres, d'un serveur à un autre. Ce qui est aussi valable d'un hébergeur à un autre, d'un centre de données à un autre centre de données, etc. Donc, cet outil de migration, il se trouve toujours dans nos outils et paramètres sur la gauche. Ensuite, c'est le gestionnaire de migration. Et ensuite, on va aller voir à quoi il ressemble et on va faire une migration en live. Donc, je vais aller dans outils et paramètres. Je vais donc sélectionner mon gestionnaire de migration. Et là, je vais démarrer une nouvelle migration. Donc, toujours dans la simplicité de Plesk et des serveurs dédiés. Je vais faire démarrer une nouvelle migration. Je vais aller choisir mon ancien serveur dédié. Donc là, je rentre l'adresse IP de ce serveur dédié. Le mot de passe route, le login route, le mot de passe route. Là, pour la présentation, je vais décider de choisir moi-même quel nom de domaine je veux rapatrier, parce que je sais que le serveur 31, 193, 141, 177 a beaucoup de sites web. Donc là, je vais dire, voilà, je veux sélectionner moi-même les clients et les noms de domaine que je vais apporter. Donc là, mon nouveau serveur dédié est en train de se connecter sur mon ancien serveur dédié. Il est en train d'interroger pour savoir, voilà, dis-moi combien il y a de noms de domaine, donne-moi l'espace disque, dis-moi les nombres de clients, afin que je l'affiche. Donc
voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai tous les noms de domaine, qui sont d'ailleurs sur un serveur privé et pas un serveur dédié. J'ai tous les noms de domaines qui se trouvent sur cet ancien serveur dédié. Donc, pour le bien de ce webinaire, j'ai créé un nom de domaine qui s'appelle amen-webinar-migration.fr. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le transférer. Donc, je sélectionne ça. Je vais sélectionner aussi le client. Si je l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait sélectionné les deux. Hein, c'est pas moi qui voulais faire dans les deux étapes. Et ensuite, je me dis, bon, bah tiens, je vais prendre l'intégralité du contenu, ou je vais prendre, par exemple, la configuration, sauf la messagerie, ou uniquement la messagerie. Ces petites options peuvent être essentielles, par exemple, quand votre boîte va commencer à grandir. Si vous voulez avoir un serveur dédié, qui est dédié à l'hébergement de votre site web, vous allez choisir juste le site web et pas la messagerie. Si par exemple vous voulez passer, si vous voulez avoir un serveur dédié consacré à la messagerie, parce que au début vous aviez un collaborateur, maintenant vous avez 3000 collaborateurs, donc c'est mieux d'avoir un site web dédié, un serveur dédié à la messagerie, ben dans ce cas-là vous allez migrer que le contenu de la messagerie. Là c'est un petit site web avec une adresse mail, donc je dis je prends tout, je ramène tout dans mon nouveau serveur dédié. Donc là, il me propose sur quelle adresse IP je veux la mettre. Donc je choisis la seule que j'ai. Je fais suivant. Et maintenant, j'attends. Donc l'opération est assez rapide. Il est en train de... Là, mon nouveau serveur dédié est en train de copier, d'aller chercher les données tout seul sur mon ancien serveur dédié, de prendre les fichiers de configuration, de prendre les adresses mail, de prendre les statistiques, parce que souvent dans les migrations, on oublie les statistiques, mais ça peut être très important, notamment après pour le marketing, d'avoir un historique de ces statistiques. Si j'avais fait une migration manuelle, c'est-à-dire que j'avais téléchargé tous les fichiers sur mon ordinateur et que je les avais renvoyés sur mon serveur, j'aurais perdu probablement mes statistiques. Donc c'est un autre avantage de cet outil, ces gestionnaires de migration. Donc voilà, ma migration est terminée. Il vient de me l'afficher. Donc, maintenant que la migration est terminée, ça veut dire que si je vais aller voir dans domaine, je retrouve le nouveau nom de domaine que j'ai migré de mon ancien serveur dédié. Et je peux aller maintenant gérer l'hébergement, gérer toutes ces petites choses-là. Donc, je vais passer par le client. Ça m'a créé mon client Webinar Migration. Je vais aller voir comment il se comporte. Donc, je vais voir si j'ai bien transféré mon adresse mail. Mon adresse mail a bien été transférée avec le mail unique qu'il y avait dedans de 4 kilooctets. Et je retrouve tout ce que j'avais sur mon ancien serveur. Donc, cet outil de migration est très bien, peut vous faire gagner du temps et surtout vous laisse libre dans le choix de votre hébergement. Si demain je veux remigrer sur un autre serveur dédié ou un autre serveur privé et qu'il a Plesk, et ben hop, je peux refaire partir le site web dans l'autre sens. Donc voilà. J'espère que cette présentation des serveurs dédiés et Plesk vous aura été utile. Maintenant, je vois qu'il y a plusieurs questions, donc je vais les prendre, parler devant le micro en lisant les questions. Et je vous demande une petite seconde. Alors, je suis revendeur. Est-ce que je peux revendre des services qui sont installés dessus ou de l'espace d'hébergement? Oui. Enfin, la réponse est oui. C'est plus ou moins le principe. C'est que là, vous êtes revendeur. Vous pouvez rajouter un nom de domaine pour votre client et vous faites ce que vous voulez dessus. Comme je partais du principe, vous êtes dans un immeuble, nous, Amen ou n'importe quel autre hébergeur, on voit pas ce que vous faites dans votre immeuble. Donc, oui, vous pouvez très bien déclarer autant de noms de domaine que vous voulez, créer autant de clients, autant d'adresses mail, du moment que vous avez suffisamment d'espace et de ressources, et ensuite revendre cet espace d'hébergement à vos clients. C'est même relativement conseillé en tant que revendeur de passer par ces serveurs dédiés.
Alors, est-ce que je peux sauvegarder mes sites web? Oui, vous avez, alors ça c'est la présentation, je n'avais que 40 minutes pour la faire, mais il y a un outil essentiel, je vais essayer de vous le montrer, rapidement. Vous pouvez paramétrer le backup de votre site web. Donc ça c'est quelque chose qui est très bien. Ça vous permet de, ah ben j'ai pas activé. Vous pouvez avec Plesk programmer des sauvegardes quotidiennes, journalières. Hop là, gestion des sauvegardes, qui vous permet de sauvegarder tel ou tel domaine. Vous avez plusieurs choix ensuite. Soit vous le sauvegardez sur le serveur en lui-même, c'est-à-dire que Plesk va prendre le site web, va l'enregistrer dans un autre petit répertoire. Et par exemple, demain vous faites une bêtise et vous supprimez tous les fichiers, vous pouvez aller dans votre backup de la veille, si vous l'avez programmé au quotidien, et restaurer le backup domaine par domaine, ou client par client, ou l'intégralité du serveur. Vous avez aussi la possibilité de l'envoyer aussi sur un serveur distant. Par exemple, vous avez un espace d'hébergement pour stocker vos données. Donc, le Plesk va prendre le site web, par exemple tous les jours ou tous les soirs, ou quand vous voulez, et va l'envoyer sur un autre serveur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien et très simple à configurer. Vous allez ici, vous mettez le nom de votre serveur, vous mettez le login, le mot de passe, vous validez, et ensuite vous pourrez sauvegarder au quotidien, comme vous voulez, les domaines. Alors, question suivante. Alors, oui, effectivement, il y a une question qui est comment passer d'un hébergement mutualisé à un serveur dédié? Donc là, malheureusement, la seule solution est de le faire manuel. C'est-à-dire qu'il faut aller au début, c'est ce que j'expliquais au début, il faut aller créer un nouveau nom de domaine, créer un espace FTP, créer la base de données par exemple, la télécharger de votre espace mutualisé et la réenvoyer en FTP sur le nouveau serveur dédié. Mais une fois que vous êtes dans ce système Plesk, vous n'aurez plus besoin de faire ces opérations-là. Donc c'est sûr que le passage mutualisé à dédié est un petit peu plus compliqué, mais une fois que c'est fait pour la vie. Enfin, moi, personnellement, je travaille avec Plesk depuis la version 7, enfin depuis 2005, et maintenant j'utilise que ça parce que en 5 minutes, je peux transférer un domaine et toute sa configuration d'un serveur à un autre, d'un hébergeur à un autre, peu importe. Alors, le problème de le problème de certificat de connexion à Plesk. Oui. Alors là, c'est vrai que je suis en HTTPS, donc j'ai un certificat SSL, mais c'est un certificat SSL qui n'est pas dédié à Plesk. Donc il se peut que ça m'affiche un message rouge comme ça. C'est pas très grave. Vous pouvez regarder à qui appartient ce certificat SSL. Vous verrez qu'il appartient à la société Plesk parallèle. Il suffit juste de faire je poursuis quand même, et là vous aurez, bon à part la petite flèche rouge en haut, vous aurez quand même accès au site web et ça sera quand même sécurisé. Alors, les autres questions. Oui, toujours, bon, question classique, sera-t-il de recevoir cette présentation par email? Oui, vous allez recevoir par email et vous aurez aussi le lien pour voir cette vidéo. Y a-t-il des options payantes Plesk supplémentaires? Oui, il y en a. Après, renseignez-vous bien si elles sont vraiment utiles pour vous, parce que c'est pas forcément nécessaire. Vous avez souvent des logiciels open source qui vous permettent d'accéder aux mêmes fonctionnalités. Ah, ça traite. Excusez-moi, il y a beaucoup de questions.
Comment déplacer totalement une application d'un serveur à l'autre. Donc, bien qu'il y ait Plesk, un serveur dédié reste un serveur dédié. Si vous voulez vous connecter en ligne de commande sur ce serveur dédié, rien ne vous empêche. Je vais vous montrer pour ceux qui l'ont demandé aussi sur le chat à quoi ça ressemble. C'est pas très beau, vous allez voir, hein. Voilà, les lignes de commande, ça ressemble à ça. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire tout ce que j'ai fait avec Plesk, mais en ligne de commande. Donc, je vais revenir sur par exemple, le firewall de Plesk. Voilà, le firewall du serveur dédié ressemble à ça en ligne de commande. Et il faudrait que je les tape toutes une par une. Donc, vaut mieux utiliser Plesk plutôt qu'utiliser les lignes de commande. Alors, alors, comment peut-on créer les backups d'hébergement? Est-ce possible pour les emails? Oui, quand j'ai montré l'outil de backup, il englobe tout. Il englobe les statistiques, il englobe les bases de données, les mailing lists, les adresses mail, etc. C'est un backup général du domaine qui a été paramétré. Vous avez éventuellement la possibilité de créer un backup du serveur en lui-même, mais c'est plus compliqué, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, avec un logiciel qui s'appelle Acrosimage. Alors, pouvez-vous parler de la configuration de Spam Assassin? Oui, je peux essayer d'en parler, sachant que je ne l'ai pas installé là. Enfin, il ne me semblait pas de l'avoir réinstallé. Mais oui, vous pouvez... comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça simplement? Vous pouvez aller gérer ce qu'on appelle les... Bon, ça, c'est le publipostage. Alors, juste parce que j'ai ma souris dessus, le publipostage, et ça va peut-être intéresser notamment les revendeurs ou ceux qui hébergent plusieurs sites, c'est à partir de Plesk, vous pouvez envoyer des mails à tous les clients qui sont hébergés sur votre serveur. Par exemple, vous avez 5 ou 6 clients, et ben vous pouvez passer par là pour leur envoyer des mails, enfin des emails en quantité pour les prévenir, par exemple, d'une mise à jour, d'une coupure ou que vous allez bientôt changer d'hébergement, tout ce genre de choses. Alors, pour le paramétrage, je ne le verrai pas en détail, mais vous pouvez paramétrer par Plesk, d'une façon simple, toujours, des petites options. Vous pouvez toujours aller plus loin, mais par là, c'est assez simple. Par exemple, moi, je veux que tous les mails que je suspecte de spam, je les mette avec des spams ou je peux mettre des petits crochets ou comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des listes noires, soit vous-même, soit par ailleurs, et des listes blanches aussi. Ça, c'est assez simple à faire et ça se prend, ça met quelques secondes. Mais après, vous avez toujours la possibilité de rajouter des options encore plus avancées, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ça va vraiment être nécessaire ou attendre peut-être un petit peu avant de les rajouter. Par exemple, pour authentifier votre serveur d'envoi d'email, si vous voulez faire un mailing assez poussé, assez avancé, moi je vous recommande de configurer aussi votre serveur pour dire que voilà, j'ai des règles dessus. Donc avec ces différentes règles de SPF qui vous authentifient, qui vous disent bon bah voilà, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'honnête qui envoie des bons mails. Si vous voulez par exemple faire appel à des blacklists publiques comme Spam Assassin, Spamhaus et compagnie, vous pouvez très bien les activer. Mais enfin quand vous l'activez, rappelez-vous toute votre vie de serveur dédié que vous l'avez activé, parce que des fois on l'active et on se dit tiens je reçois plus les mails de mon client, mais c'est parce que votre client s'est fait blacklister par Spamhaus. Donc soyez toujours prudent quand vous activez ce genre de mail. C'est bien d'avoir, enfin ce genre de protection, c'est bien de les avoir, mais pensez toujours que vous l'avez, pour pas vous bloquer vous-même. Alors, les autres questions.
quelles sont les statistiques disponibles pour la partie messagerie? Vous avez alors, deux types de statistiques, hein, l'espace disque utilisé et le trafic utilisé, ce qui vous donne, si vous voyez une adresse mail qui utilise beaucoup de trafic, c'est-à-dire qu'elle envoie beaucoup de mails. Ça, vous pouvez le retrouver un petit peu de partout, soit domaine par domaine, soit client par client. Alors, bonjour, j'ai un serveur dédié datant de 2009 avec un vieux Plesk. Est-il possible de migrer les fichiers, les données, les bases de données? Donc, je serais tenté de vous dire oui. Après, j'aimerais vérifier quand même la version de Plesk que vous avez en 2009. Mais si vous avez une version Plesk un peu vieille, vous pouvez quand même la mettre à jour, soit par le biais de Plesk, soit éventuellement en ligne de commande, et après la compatibilité se fera très bien pour la migration. Idéalement, de toute façon, il faut tester. Vous testez la migration, hein, ça vous prend 2 secondes, hein, gestionnaire migration, vous rentrez l'adresse IP de votre ancien serveur dédié, vous rentrez login, mot de passe. Vous pensez surtout à ouvrir le firewall sur votre ancien serveur dédié, parce que ce serveur dédié va aller se connecter en SSH sur votre ancien serveur dédié, donc il faut bien l'autoriser à pouvoir se connecter. Et après, si ça marche pas, ce qui serait étonnant, il faudra aller mettre à jour votre ancien Plesk pour le rendre compatible. Mais il y a 80% de chances, 90% de chances que vous n'ayez pas à faire la mise à jour de Plesk. Alors, très bonne question. Est-ce que la migration Plesk modifie aussi les DNS? Non. Si vous avez si vous utilisez par exemple les serveurs DNS d'Amen, ns1.amen.fr ou ns2.amen.fr, il faudra, après votre migration, aller modifier dans votre espace client les serveurs DNS, enfin la zone DNS de votre serveur dédié. Et dire, bah voilà, avant mon site web pointait sur l'adresse 31, etc., 31.173, etc. Maintenant, elle pointe sur 51.236, etc. Donc c'est en 2 étapes. Après, j'ai pas plus de détails sur cette question, mais si vous avez fait le choix d'utiliser votre serveur dédié en tant que serveur DNS, ce que je recommande surtout pas, ça les modifiera automatiquement. Mais vaut mieux pas du tout le faire, vaut mieux le faire en 2 étapes. Gérer les serveurs DNS chez Amen et ensuite modifier l'adresse IP dans votre espace client. Alors, je suis en Plesk 8.6. Est-il souhaitable de faire une upgrade? Oui, si vous pouvez, enfin, vaut mieux faire une upgrade pour les questions de sécurité, pour les questions de performance aussi, parce que depuis les logiciels ont un petit peu évolué, les versions ont progressé, donc il est préférable quand même de bien tenir à jour son serveur dédié au niveau de Plesk. Après, la chose importante à voir, c'est bien se poser la question, est-ce que j'ai un site web qui nécessite des versions particulières de certains logiciels comme PHP, comme Apache, comme plein d'autres, comme Qmail, comme d'autres, avant de faire cette upgrade. Parce que vaut mieux toujours se poser les questions avant, plutôt que de tester. À part pour la migration, vous pouvez tester, si ça marche pas, ça marche pas. Ça influencera pas vos sites web, ça influencera pas votre serveur. Vous trouverez une autre solution après pour l'upgrade. Il y a encore beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes y répondre maintenant. Il y a beaucoup de questions sur les revendeurs et je vais faire juste la dernière qui n'est pas trop sur les serveurs dédiés, puis après j'arrêterai. Mais comme d'habitude, on répondra à toutes ces questions à la suite du PowerPoint qui sera mis à votre disposition. Est-il possible de facturer au prix que l'on souhaite les clients directement depuis, enfin les clients qu'on fournit avec les hébergements d'Amen? Oui, en tant que revendeur, vous pouvez facturer au prix que vous voulez. Si vous voulez revendre un espace d'hébergement de 1 mégaoctet à 2000 € par mois, vous pouvez. C'est pas notre problème, c'est comme vous voulez.
Et allez, c'est une petite dernière. Comment fait-on pour upgrader Plesk? Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer sur cette version-là, bon, qui est déjà à jour. C'est outils et paramètres. Et faut aller dans mise à niveau. Vous cliquez dessus. Donc c'est la fameuse petite fenêtre que je vous montrais dans la présentation PowerPoint qui s'ouvre. Je vais reprendre le mot de passe serveur dédié qui changera bien sûr après cette présentation. Et une fois que et tout se fera par ce biais-là. Vous pourrez donc choisir les composants, le mettre à niveau. Voilà, mise à jour des composants. Enfin, moi, mon Plesk qui est à jour, donc du coup, c'est grisé. Mais si vous aviez un produit pas à jour, vous pourriez passer par là. Un autre avantage de cette dernière version de Plesk, la version 11, qui est non négligeable, c'est que Plesk, maintenant, si vous l'autorisez, va se mettre à jour tout seul, et notamment au niveau des patchs de correction, des patchs de sécurité, toutes ces petites choses-là. Il va pas mettre globalement tout le serveur à jour sans vous prévenir, mais toutes ces petites mises à jour essentielles et vraiment sans répercussion pour vos sites web, mais en répercussion pour votre serveur, il va le faire d'une façon automatique. Et ça, c'est un sacré avantage et qu'aucun autre panel n'a pour l'instant. Voilà, donc il y a encore beaucoup de questions, donc je vais m'arrêter là parce que nous avons dépassé le temps. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.